Ok. Bon après-midi à tous. Bien, merci d'être venus. J'avais juste une petite... comme on est dans la salle Miles Davis, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit peu de trompette. Et donc je m'appelle Christophe Joliffe, je travaille pour IBM. Chez IBM, je suis en charge de tout ce qui est développement open source autour du front-end JavaScript. Notamment, je suis committeur sur le Dojo Toolkit, qui est un toolkit pour développer des applications web. Et puis, on travaille à un certain nombre d'autres choses qu'on va mentionner aujourd'hui. Donc, le sujet de la présentation, c'est étendre le web avec les web components. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va d'abord voir les objectifs. On a un temps de vol de présentation d'à peu près 45 minutes, donc c'est assez court pour voir tout ça. Mais on va essayer d'avoir une petite vision de qu'est-ce que c'est aujourd'hui étendre le web. Donc c'est un peu mélangé, adapté. C'est pas toujours facile. Une fois qu'on aura vu ça, on va voir qu'est-ce que c'est les web components, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on entend par ça. Et avant d'atterrir et de sortir de la pièce, on verra qu'est-ce que je peux faire des web components aujourd'hui, parce que c'est pas forcément évident aujourd'hui de savoir quoi en faire. Et on aura, je l'espère, 5 minutes avant le débarquement pour quelques questions. Donc quels sont les objectifs de cette session? Donc d'abord, je vais commencer par définir ce que j'entends par étendre le web, c'est un terme un peu générique. Donc pour moi, et en tout cas dans le cadre de cette présentation, étendre le web, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, dans votre application web, utiliser des composants plus avancés que ceux qui sont fournis, on va dire, par HTML5, que les composants classiques, aller un peu plus loin dans l'utilisation de composants. Et c'est, au-delà d'utiliser des composants alternatifs, aussi être à même de créer ses propres composants, éventuellement spécifiques à son application ou à son domaine business. Donc on va commencer par voir qu'aujourd'hui, pour faire ce genre de choses, il y a tout ce qu'il faut quelque part sur le web, mais qu'on va vite rencontrer des difficultés. Et que ces difficultés sont pas normales. De nos jours, on s'en rend plus trop compte parce qu'on a appris à développer comme ça pour le web, mais quelque part, il y a des anormalités, des choses qui devraient pas être. Et on va voir ensuite que justement, le W3C, un certain nombre d'organismes et de sociétés travaillent à des standards qui sont censés résoudre ces problèmes qu'on a aujourd'hui pour étendre le web. Et puis on finira par une partie où on verra un peu plus de code, où on va un peu expérimenter et utiliser ces solutions, voir comment utiliser ces solutions aujourd'hui. Donc mélanger et adapter, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que quand vous allez utiliser une librairie de composants pour le web, eh bien vous allez devoir à chaque fois selon la librairie, apprendre la façon de faire pour utiliser les composants de cette librairie. À chaque fois, ça va être différent, des fois un petit peu similaire, mais pas tout le temps. On va dire qu'il y a deux grands types d'approches. Il y a les approches déclaratives dans le markup, qui sont la première et la troisième approche, là. Et puis les approches programmatiques, où on va instancier le composant en JavaScript. Donc là, sur ce transparent, j'ai mis 4 exemples. Donc le premier, il vient du toolkit Dojo. C'est une approche déclarative où je vais utiliser une balise standard HTML, div, et puis je vais lui dire, oui, mais c'est pas un div comme tous les divs, c'est un div de type Dojo XMobile slider. Et ça, je le fais à travers l'attribut HTML5 data Dojo type. Donc c'est une première façon de faire. En Dojo, en fait, il y a deux façons de faire qui vont revenir exactement à la même à la fin. Mais on voit la deuxième façon sur le transparent, qui est la façon programmatique, où on va tout simplement requérir les modules AMD avec un loader AMD qui nous sont nécessaires, comme Dojo XMobile Slider dans ce cas-là, et on va instancier le slider tout simplement en faisant new slider. Donc ces deux méthodes appartiennent à Dojo. La troisième méthode, c'est du jQuery mobile. Alors jQuery mobile a une seule façon, a priori,
d'utiliser un composant, c'est déclaratif dans le markup. Donc là, on voit, on utilise pareil un tag, tout ce qui est de plus standard, UL, et on va spécifier quel composant jQuery mobile est utilisé en utilisant l'attribut data_role. Dans ce cas-là, la liste view. Et enfin, la dernière méthode qui est mentionnée ici, c'est celle des plugins jQuery traditionnels, on va dire, où ça va être fait ce coup-ci non plus en déclaratif, mais en programmatique, en JavaScript, en récupérant la balise, par exemple rating, et en accrochant le plugin à cette balise. Donc on voit là que c'est pas qu'on peut pas étendre le web aujourd'hui, on peut, mais même au sein de familles similaires comme jQuery mobile versus jQuery UI, ou même au sein de Dojo, on voit qu'il y a plusieurs manières de faire et qu'elles sont pas très cohérentes les unes avec les autres, même si elles ont des points communs. Donc ça, c'est une chose, c'est utiliser des composants pour étendre le web aujourd'hui. Bien, il faut apprendre une façon de faire qui va différer du framework de composants que vous utilisez à un autre. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand vous allez devoir définir votre propre composant, que réutiliser un composant existant ne vous suffira pas, et bien, il va falloir apprendre à développer ce composant. Et là aussi, eh bien, la façon de faire va être très différente d'un framework à l'autre. Donc si on parle d'un jQuery plugin, par exemple, bah, c'est typiquement une fonction. Il n'y a pas vraiment de cycle de vie. On ne vous met pas en place une interface que vous devez particulièrement implémenter. Vous avez une fonction qui est appelée quand le plugin est créé, puis à vous de vous débrouiller. Si vous créez un widget Dojo, alors là, il va falloir étendre un prototype JavaScript qui est digit widget base, et on va commencer à vous fournir un certain cycle de vie, c'est-à-dire des méthodes qu'il va falloir implémenter et qui seront appelées à différents moments durant la vie du composant. Alors vous avez la méthode build rendering, post create, startup, destroy, et c'est à vous de faire en sorte d'implémenter ces méthodes pour que le composant se comporte correctement durant ce cycle de vie. C'est en fait assez similaire au dernier point qui est jQuery UI, où jQuery UI vous fournit l'objet $widget qui lui aussi fournit un cycle de vie avec une méthode _create, _init, _destroy. Donc dans le principe c'est assez similaire, mais le cycle de vie est différent. Il n'y a aucune méthode en commun. Il faut en gros réapprendre les choses en passant de l'un à l'autre. Et puis il y a jQuery mobile, où alors là, carrément, ce n'est pas extensible, puisque leur approche est déclarative, mais leur parseur qui parse les éléments déclaratifs n'est pas extensible. On n'a pas moyen de lui faire connaître un nouveau composant. Et donc typiquement, ce qu'on va faire quand on va vouloir étendre jQuery mobile, c'est utiliser un plugin jQuery ou un plugin jQuery UI, mais on n'a pas un moyen d'étendre jQuery mobile directement. Donc on voit là que c'est un peu la même chose que pour l'utilisation. C'est pas que les choses sont pas possibles, tout est possible, mais voilà quoi. Il va falloir apprendre différentes façons de faire. Il n'y a pas de standard en la matière. Donc c'est un résumé de ce qu'on vient de dire, et ça paraît normal aujourd'hui parce que sur le web on fait comme ça, mais si par exemple si vous avez fait du UI en Java, il y avait quand même une ou deux façons de faire bien standard, et il suffisait de les suivre et votre composant était utilisable de partout et d'une manière commune. Alors que là il va falloir vraiment suivre une approche différente d'un toolkit à l'autre. Donc qu'est-ce qui est censé solutionner notre problème? Tout simplement, c'est les web componentes. Donc qu'est-ce que c'est que les web componentes? On pourrait dire quelque part que c'est tout ce dont on vient de parler, hein, tous ces composants dont je viens de parler, les composants Dojo, jQuery, quelque part c'est des web componentes, puis c'est des composants pour le web. Mais en fait, quand on parle de web componentes, on fait référence plus explicitement à un certain nombre de spécifications du W3C qui justement essaye de standardiser la manière de créer un tel composant. Donc en fait il y a un ensemble de 4 spécifications qui sont regroupées sous cette appellation web component. Il y a la spécification des templates, des custom elements, des shadow DOM et des HTML imports. Donc on va, vous inquiétez pas, détailler chacune de ces spécifications. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est ça, c'est que
un web component, c'est pas juste un composant web quelconque, c'est un composant web qui se repose sur un ensemble de spécifications qui sont définies ici. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire du web et de tout ça, c'est en fait ces spécifications sont un peu des arrière-petites-filles et des petites-filles, par exemple de Joule, de Mozilla, qui permettaient de faire des choses comme ça, et des spécifications XBL1 et XBL2 pour XML Binding Language. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Dans mon application, qu'est-ce que je vois quand j'utilise un web component? Eh bien, je vois quelque chose comme ce qui est à l'écran ici, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus spécifique au framework avec lequel je travaille. Je vois plus de data dojo quelque chose, de data role ou de choses comme ça. Je vois quelque chose qui est tout à fait standard, ça s'utilise exactement comme une balise HTML standard. Donc on voit plusieurs exemples là. Par exemple le super calendar, et qui va avoir des attributs, tout ce qu'il y a de plus classique, quel mois le calendrier doit afficher, quelle année, etc. En bas, vous avez un autre exemple avec un composant, par exemple Devox, qui peut varier en fonction du pays dans lequel se situe la conférence. L'exemple du milieu est un peu particulier. Donc si vous regardez l'exemple du haut et du bas, ils ont tous les deux leur propre balise HTML. Dans un cas super calendar, dans l'autre c'est Devox. Dans le cas du milieu, en fait, on a créé un web component un peu particulier qui, au lieu de créer sa propre balise, va étendre une balise HTML existante, dans ce cas-là, button. Et donc, la manière de dire que ce bouton n'est pas le bouton HTML standard, mais ma version étendue de ce bouton, c'est d'utiliser l'attribut is et de lui passer en paramètre, en fait, le nom du web component qui étend le bouton, donc dans ce cas-là, custom button, par exemple. Ça va vous permettre d'hériter du bouton HTML, de spécifier son comportement, tout en continuant de bénéficier des services rendus par le bouton de base, en fait. Donc on va maintenant voir l'une après l'autre les 4 spécifications dont je vous ai parlé et qui couvrent les web components. Donc la première, c'est les templates. C'est une spécification assez simple, en fait, hein, ça couvre pas grand-chose. Ça couvre la définition d'un nouveau tag HTML qui s'appelle template et qui va vous permettre d'isoler un bout de code HTML dans votre page afin que ce code soit réutilisé plus tard. Un autre point important, c'est que si vous cherchez à naviguer votre arbre DOM, vous ne verrez pas le contenu du template par défaut. Il est caché à l'utilisateur. On ne peut pas le voir en naviguant l'arbre des éléments. À l'initialisation de la page, le template va être analysé, le parseur va passer dessus, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et ce genre de choses, mais bien sûr ne va pas le rendre. Donc vous allez me dire, du coup, à quoi ça me sert si c'est pas rendu, si c'est pas visible, et si je ne peux pas accéder à son contenu, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tout simplement, il y a une nouvelle propriété sur l'élément de type template qui s'appelle content et qui va vous permettre d'accéder à ce contenu. Donc typiquement, quand vous allez avoir besoin d'instancier le template, vous allez récupérer l'élément template, je le fais avec Query Selector ici, vous allez ensuite le cloner, parce qu'a priori vous voulez l'instancier plusieurs fois, donc vous allez récupérer une copie de ce template. Ensuite vous allez customiser le template, parce que par défaut, eh bien, il n'affichait pas le nom du pays, il n'affichait pas une image correspondant au pays. Donc je vais lui passer une chaîne pour le pays et puis je vais lui passer une image pour l'image. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux prendre mon instance, mon clone du template et le rajouter à mon document HTML et il sera affiché. Donc ça, c'était pour la première spécification. La deuxième spécification, qui est en fait quelque part, je pense, la plus importante quand on parle de Web Component, c'est la spécification des Custom Elements. Donc les Custom Elements, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer votre propre balise HTML à vous, qui va pouvoir être utilisée dans l'application. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Il y en a une programmatique et une déclarative, comme on a vu souvent. Alors là, en l'occurrence, c'est l'approche programmative.
Donc la première chose que vous devez faire, c'est prendre un élément HTML existant. Donc si on voulait hériter du bouton, par exemple, on pourrait prendre HTML button element, mais là, dans mon cas, je n'en ai pas l'utilité. Donc je prends l'HTML element et je vais créer un prototype à partir du prototype de l'HTML element. Sur ce prototype, je vais rajouter un certain nombre de fonctions ou de propriétés qui vont m'être utiles pour mon objet, mon custom element. Donc dans ce cas-là, j'ai rajouté par exemple la fonction swapImage qui va permettre de changer l'image affichée par le web component. Une fois que j'ai créé ce prototype, eh bien, il va falloir que j'enregistre une nouvelle balise HTML, et ça va être fait à travers la méthode registerElement sur le document. Et cette méthode registerElement, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la balise que je vais devoir utiliser. Et donc, dans mon cas, c'est cdevox. C'est pour composant, par exemple. Composant devox, c'est mon premier paramètre. Mon deuxième paramètre, c'est un objet qui va contenir un certain nombre de propriétés. Il va contenir une propriété prototype qui est requise, obligatoire, et qui va en fait pointer vers le prototype de mon custom element. Donc dans mon cas, la variable proto que j'ai récupérée juste au-dessus. Cet objet peut contenir d'autres propriétés. Il peut notamment contenir la propriété extends pour lui dire cette balise HTML que je suis en train de créer, ce n'est pas une balise toute simple, c'est une balise qui va étendre une autre balise existante. Donc par exemple, là je l'ai mis entre commentaires parce que ce n'est pas mon cas, mais j'aurais pu vouloir étendre bouton, comme on l'a vu 2 ou 3 transparents avant, et dans ce cas-là, j'aurais mis extends button afin de faire savoir à registerElement que la nouvelle balise que je crée étend le bouton. Donc je me retrouve avec une nouvelle balise cdevox, en fait, que je vais pouvoir utiliser dans mon document directement ou instancier en JavaScript. Donc dans ce cas-là, vous voyez, je l'instancie en JavaScript grâce à l'opérateur new, donc newDevox. Et ensuite, je peux le traiter comme un élément HTML tout à fait classique. Notamment, par exemple, je peux enregistrer des listeners sur cet élément, donc add event listener, click, et quand on clique sur mon élément, eh bien, je vais aller appeler la fonction swapImage de mon élément, par exemple. Une fois que j'ai créé mon élément, eh bien, je peux l'ajouter au DOM, à son parent, par exemple, afin de l'afficher. Un point important à noter, c'est que toutes les balises des custom elements doivent obligatoirement contenir un tiret pour être valides. Si elle ne contient pas un tiret, quand vous allez appeler registerElement, vous allez avoir une erreur. Donc a priori, c'est pour éviter la confusion lors de l'utilisation que l'on repère bien qu'est-ce qui est un custom element qui va avoir un tiret versus qu'est-ce qui est un élément purement standard qui va ne pas avoir de tiret. Donc, on a vu comment créer un custom element. Mais si vous vous rappelez, quand on a parlé de nos jours, on mélange et on adapte, on a vu que certains composants proposaient un cycle de vie, que ce cycle de vie pouvait être différent, etc. Et donc, bien entendu, puisque les custom elements, les web components sont là pour résoudre tous ces problèmes, ils proposent eux-mêmes leur propre cycle de vie qu'il va falloir implémenter quand vous allez implémenter un custom element. Typiquement, si je reviens là, mon custom element, il existe, il a une méthode swapImage, mais il n'affiche rien, puisqu'il ne contient rien, je ne lui ai pas dit quoi afficher. Donc si je veux lui faire afficher quelque chose, eh bien typiquement, je peux faire ça, ou je dois faire ça dans la méthode created_callback. Donc cette callback va être appelée quand l'élément va être vraiment instancié, soit à travers sa balise, soit à travers JavaScript. Donc dans le cas concret de mon composant Devox, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le template dont on a parlé tout à l'heure, je vais le cloner, je vais le customiser, et puis je vais rajouter le clone de mon template, non pas à mon document comme je le faisais tout à l'heure, mais à this, c'est-à-dire mon custom element lui-même. L'autre point important à noter, c'est que bien sûr, tout à l'heure, quand j'instanciais mon template, je lui mettais en dur qu'il s'agissait de la France, avec l'image de la France. Et bien là, au lieu de faire ça en dur, je vais aller récupérer la valeur de l'attribut country, this.getAttribute de country, sur mon élément, et je vais utiliser ça
afin d'afficher la chaîne qui a été spécifiée dans country au lieu d'hard-coder ça sous forme de France ou tout autre pays. Il y a deux autres callbacks du cycle de vie qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais que je mentionne parce qu'elles sont importantes, qui est attached callback et detached callback. Ce sont des callbacks qui vont être appelés quand l'élément va être inséré dans le DOM ou enlevé du DOM, détaché du DOM. Donc si vous avez quelque chose à faire à ce moment-là, par exemple si le composant doit accéder à son parent, vous ne pouvez pas le faire dans created callback parce qu'il n'a pas encore de parent. Donc vous allez devoir le faire dans attached callback typiquement. Enfin, il y a une quatrième méthode du cycle de vie et qui est attribute change callback. Cette méthode va être appelée à chaque fois que vous changez la valeur d'un attribut sur votre élément. Donc c'est important parce qu'on a vu qu'à la création, je récupérais la valeur du pays et que j'affichais cette valeur dans mon template, enfin dans le clone de mon template. C'est très bien, mais si pendant le cycle de vie, l'application prend mon élément et change la valeur de country, comment fais-je pour rafraîchir mon composant et lui faire afficher la nouvelle valeur? Eh bien, tout simplement parce que dans ce cas-là, je vais être appelé dans la callback attribute change. Donc je regarde quel est l'attribut qui a été changé. Et si c'est country, eh bien je vais à l'intérieur de mon composant, je récupère l'élément country et je lui passe la nouvelle valeur qui m'a été passée dans le paramètre new value. Donc, le plus important, comment on l'utilise? Tout simplement comme n'importe quel élément HTML, on l'a vu. Donc, dans ma page, je peux utiliser ma balise cdvox avec un attribut country. Et puis, plus tard, dans le cycle de vie de mon application, je peux aller changer cet attribut et ça va se refléter sur mon composant. Donc, c'était pour les custom elements. Maintenant, le shadow DOM. Donc, qu'est-ce que c'est? Shadow, caché, ombre. Donc c'est un bout de spécification qui va vous permettre de créer un élément qui va vous permettre de cacher l'implémentation de votre composant. Donc c'est vraiment quelque chose pour encapsuler, on va dire, l'implémentation du composant. On a vu tout à l'heure que dans la created callback, eh bien, je prenais mon template et que je le mettais directement en fils de mon custom element. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, du coup, par contre, l'utilisateur, s'il regarde le source de ma page, eh bien, il va voir l'instance de mon template à l'intérieur de mon custom element. Donc, en matière d'encapsulation, c'est pas forcément merveilleux. Et donc, on peut vouloir utiliser le shadow DOM pour ne pas avoir ce problème. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur mon élément, on peut appeler la méthode create shadow root, qui me renvoie un élément de type shadow root. Et au lieu de rajouter mon template à mon élément, je rajoute dans le shadow root. De cette manière, par exemple, si je fais view source, eh bien, je ne verrai pas les détails d'implémentation de mon composant. Le shadow DOM a une autre propriété qui est intéressante, qui peut être intéressante, et qu'il va arrêter le styling CSS. C'est-à-dire, par exemple, vous créez votre propre composant et vous voulez être sûr à 100% que l'utilisateur, en changeant la style sheet de la page, il ne va pas pouvoir changer le rendu du composant. Par exemple, si c'est un composant de marque qui représente un logo ou quelque chose comme ça, et vous ne voulez pas qu'on puisse changer la couleur ou ce genre de choses, eh bien, par défaut, ça va être le comportement des shadow DOM. Les styles qui sont définis à l'extérieur ne vont pas atteindre le shadow DOM. Ça peut cependant être assez limitant dans bon nombre de cas, et donc c'est quelque chose qui est configurable. Vous avez moyen de mettre un certain nombre de propriétés quand vous créez le shadow root qui vont vous permettre ou pas d'avoir le cascading du style qui descend dans le shadow DOM. Enfin, la dernière spécification des web components, c'est les imports HTML. Donc les imports HTML, c'est pas spécifique aux web components. Par exemple, on peut avoir une page HTML qui inclut une autre page HTML. Ça peut servir à ça. Mais c'est utile dans le cas des web components si vous avez typiquement un composant qui hérite d'un autre composant. Par exemple, imaginons que le composant Devox hérite d'un composant plus générique conférence. Et donc quand vous allez définir le composant Devox, eh bien vous allez tout simplement inclure grâce au HTML import le composant conférence.
On va voir ça un petit peu en vrai, on va dire. Donc là, vous voyez, c'est mon composant Devoxx. Alors, il est un petit peu plus compliqué que celui qu'on a vu dans les... Je vais essayer de grossir tout ça. Il est un petit peu plus compliqué que celui qu'on a vu dans les transparents, mais enfin, vraiment pas beaucoup plus. Donc, il y a la fameuse created callback qui va prendre mon template, qui va récupérer le pays pour l'afficher dans le country et qui va récupérer une URL de l'image qui dépend du pays typiquement. Bon, j'ai fait ça assez rapidement, mais le principe est là. L'attribute change callback, l'enregistrement, et ensuite on voit là que j'utilise mon composant sous deux formes. Une première forme avec la valeur France, et puis en mettant un listener de type onClick qui me permettra de changer l'image. Et puis une deuxième version ici avec UK, et un bouton sur lequel je clique et qui va me permettre de changer le pays du deuxième composant de UK à Belgique. Donc si je tourne ça dans Chrome, bah, ça marche parfaitement. J'ai mon premier composant France avec deux images. Quand je clique dessus, ça change l'image. J'ai mon deuxième composant UK. Si j'appuie sur le bouton, hop, le texte passe à Belgique et l'image change. Donc ça marche parfaitement dans Chrome. Malheureusement, du coup ça a changé. Malheureusement, si je le lance dans Firefox, ben j'ai rien. Donc on va voir qu'il y a quelques petites limitations, on va dire, à ce sujet-là. J'ai une deuxième version. Là, si vous avez bien remarqué, je n'utilise pas le Shadow DOM en fait. J'ai directement rajouté le clone de mon template à mon composant. Donc j'ai une deuxième version avec le Shadow DOM. Et vous voyez, je crée le Shadow DOM et je mets mon clone dans le Shadow DOM au lieu de le mettre dans mon composant. Et donc ça fonctionne, mais là aussi c'est pareil. Si vous voyez bien, je n'utilise pas la méthode qu'il y avait sur mon transparent. Sur mon transparent, j'avais create shadow root. Et là, j'utilise WebKit create shadow root tout simplement parce que Chrome n'implémente pas encore cette fonctionnalité sous le vocable standard. Donc c'est pareil, ça va fonctionner sur Chrome. Donc c'est la deuxième version. Je clique, je change, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est l'atterrissage un peu. On a commencé à atterrir un peu là en voyant que ça fonctionnait pas dans Firefox. Et on va voir un peu plus en détail. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que les API sont encore assez changeantes. Par exemple, il y a, je ne sais pas exactement, mais on va dire il y a 2 mois, la callback attach et detach, elle s'appelait enterView et leaveView ou quelque chose comme ça. Donc c'est encore un petit peu mouvant, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas implémenté de partout, loin s'en faut. Donc les custom elements, qui sont quand même, à mon avis, la spécification principale, elle est implémentée seulement dans Chrome, supérieur à 33, donc c'est assez récent. Et par personne d'autre, sauf Firefox Nightly. Donc bon, on peut se dire que ça va arriver peut-être sous peu dans Firefox, mais on n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, ça y est pas. Le Shadow DOM, lui, il est là depuis beaucoup plus longtemps dans Chrome. Il est là dans les Android très récents qui utilisent la view Chrome. Il sera là bientôt dans Firefox, puisque ce sera là en Firefox 29. Mais n'empêche que c'est pas là et ce sera pas là dans IE, dans Safari, dans les Android pas si vieux que ça, et dans Firefox 24, qui est quand même l'extended supported release. Pour les templates, c'est à peu près similaire au Shadow DOM, avec l'avantage que c'est quand même dans Firefox, mais pas dans IE, pas dans Android, etc. Et alors les imports, c'est un peu la catastrophe parce que même Chrome ne l'implémente pas, donc c'est pas du tout disponible. Donc vous allez me dire, bon, c'est gentil de me parler de tout ça, mais si c'est pas du tout disponible, c'est pas très intéressant. Alors c'est pas tout à fait le cas. Au sens, c'est pas implémenté nativement par les navigateurs, à part Chrome, et même encore Chrome n'implémente pas tout. Mais il y a quand même un certain nombre de polyfills qu'on retrouve
donc d'implémentation en fait en JavaScript de ces spécifications et qui sont disponibles. Et donc on peut utiliser. Alors, est-ce que je dois les utiliser? Est-ce que ça a du sens de les utiliser? Alors moi, mon point de vue, c'est que ça a du sens de regarder ça si vous investiguez des choses pour le futur, ou si vous commencez à développer pour le futur. Si vous voulez déployer quelque chose dans 2 mois, c'est pas une bonne idée, parce que les polyfills, ils existent, mais ils sont pas forcément arrivés à un stade très mature. Mais on peut espérer qu'en 2015, à la fois l'implémentation dans les navigateurs et les polyfills auront atteint une stabilité suffisante. Le deuxième point, c'est qu'il faut quelque part que ça résolve un de vos problèmes. Si vous êtes dans des applications où vous utilisez toujours un seul type de composants, sans mélanger les composants venant de différentes sources, etc., bon, ça c'est peut-être moins utile. Et enfin, le troisième point très important, c'est de faire attention à ce que ça ne pénalise pas outre mesure les performances sur vos applications cibles. Parce que les polyfills, bien entendu, ils n'ont pas la performance que vous donnerait une implémentation native. Et donc, peut-être que sur des applications web traditionnelles destinées à tourner sur un ordinateur portable ou de bureau, ça passera très bien. Maintenant, peut-être que si vous voulez déployer vos applications sur téléphone portable, ben, ça risque peut-être, certains de ces polyfills en tout cas, d'avoir un coût un peu trop important. Donc, c'est des choses à prendre en compte avant de vous lancer plus à fond là-dedans. Ceci dit, il y a quand même un nombre de cas, comme je dis, où ça peut être très intéressant, et ne serait-ce que pour la veille technologique, parce que c'est clairement ce qu'il va falloir utiliser dans le futur. Et donc, on va maintenant passer dans les choses un peu plus concrètes et voir justement un certain nombre de ces polyfills, de ces implémentations qui sont disponibles et que vous pouvez commencer à utiliser pour créer des web components. Donc la première, et la probablement la plus connue, c'est le projet Polymer, soutenu par Google. Donc c'est un projet open source. On peut diviser le projet Polymer en plusieurs sous-parties en fait. La plus basse, c'est la couche Polymer Platform, et qui est en fait un polyfill d'un certain nombre de spécifications, notamment des spécifications des web components, donc les 4 spécifications qu'on vient de voir, mais aussi un polyfill d'autres spécifications, comme les pointer events, les mutation observers et encore d'autres. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la couche purement standard de ce que fournit le projet Polymer. Maintenant, au-dessus de cette couche standard, Polymer fournit une autre couche qu'ils appellent Polymer Core, et qui va en fait promouvoir des technologies qui ne sont pas encore des standards et qui ne le seront peut-être jamais, qui sont des technologies que Google entend promouvoir et que Google pense pouvoir aider à faciliter à créer des composants web. Donc la plus importante de ces parties dans Polymer Core, je dirais que c'est toute la partie de liaison de données, donc de binding entre les données et votre template. Donc maintenant ça s'appelle template binding, à une époque ça s'appelait MDV. Et en fait, c'est quelque chose qui va typiquement vous permettre de vous débarrasser du attribute change. Donc, vous vous rappelez de l'exemple, on disait, eh bien, quand l'attribut country change, je suis appelé dans attribute change et je dois aller dans l'instance de mon template changer la valeur. C'est bien, ça fonctionne parfaitement, mais bon, c'est un peu du travail bas niveau. On voudrait peut-être ne pas avoir à faire ce genre de choses. Et donc, typiquement, le binding, c'est ce que ça va vous permettre de faire, puisque ça va permettre automatiquement de lier l'attribut country à la valeur dans votre template. On va voir ça dans un instant. Un autre point important de Polymer, c'est que ça cible uniquement les plateformes récentes. Donc une fois de plus, ça cible pas par exemple Android inférieur à 4.4, ça cible pas IE9, ça commence à cibler à partir de IE10. Donc ça aussi, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être très limitant si vous voulez aller au-delà du prototype. Donc une petite démo justement de Polymer. Donc on va continuer avec exactement le même composant, hein. Comme ça c'est plus clair. On va essayer de cacher la partie gauche si j'y arrive. Voilà. Et donc on va voir là, c'est exactement le même composant mais écrit en Polymer. Donc on retrouve la created callback. Alors ce coup-ci,
comme j'utilise Polymère, eh bien tout simplement, enfin c'est écrit en Polymère plateforme, pardon, ça utilise juste la partie plateforme de Polymère. Donc je suis à même non plus d'appeler WebKit create shadowroot, mais je peux utiliser la méthode standard, puisqu'en fait Polymère va me donner accès à cette méthode. En gros, c'est la seule différence par rapport à l'implémentation précédente que je vous avais montrée. Donc c'est la seule différence en termes de code. Donc on voit là le custom element avec Polymère qui fonctionne de manière identique. C'est la seule différence en termes de code. Par contre, c'est pas la seule différence en termes de comportement. Parce que ce coup-ci, si je prends la version Polymère de mon composant, eh bien au lieu de ne rien donner dans Firefox, eh bien ça va fonctionner. Ça fonctionnerait de la même manière dans IE10 ou dans tout autre browser supporté par Polymère. Donc ça c'est pour Polymère plateforme, où j'utilise toujours que les standards. Et maintenant on va voir Polymère core, où typiquement, en plus de... Je ne vais pas réussir à le cacher. Hein, en plus d'utiliser les standards, eh bien, je vais utiliser cette couche supplémentaire que Polymère me fournit au-dessus des standards. Et donc on voit que les choses changent un peu. Hein, c'est pas tout à fait... In fine, je vais avoir un web component, comme ce que j'avais défini jusqu'à présent. Mais là, je vais utiliser une API qui est celle de Polymère, qui est plus particulière. Donc j'utilise la fonction Polymère qui prend comme premier paramètre ma balise. J'ai ma méthode swapImage. Mais on voit que j'ai plus notamment la méthode create element. La raison est que le template va être automatiquement instancié par Polymère pour moi. Donc mon template est là, il va être automatiquement instancié et rajouté dans mon composant. Je n'utilise plus non plus la méthode attributeChange pour la bonne raison qu'ici j'utilise le fameux binding de Polymère. Et donc je lui dis, pour le pays, eh bien, bind-moi ça à la propriété country. Et puis pour l'URL, de la même manière, bind-moi ça à la propriété URL. En termes de comportement, c'est exactement la même chose, ça se comporte toujours pareil. C'est juste que l'écriture de mon composant a été facilitée par ces couches supplémentaires qui sont mises à ma disposition. Revenir à la présentation. Un autre projet qui tourne autour de cette notion de web component, c'est le projet Xtags, qui est non plus, pour le coup, un projet de Google, mais un projet de Mozilla. En fait, il a commencé il y a assez longtemps, même peut-être avant Polymère, je ne me rappelle plus exactement. Et ils avaient leurs propres polyfills, leurs propres implémentations des spécifications des web componentes. Mais assez récemment, ils ont abandonné cette partie de leur travail et ils se sont basés sur les custom elements et les HTML import de Polymère pour fournir leurs propres web componentes. Donc ils se basent seulement sur ces deux spécifications, pas sur les autres que fournissent Polymère. Un atout, c'est que ça rajoute quand même la compatibilité avec IE9 que ne fournit pas Polymère. Ça rajoute aussi des services supplémentaires. Quand vous définissez votre composant avec Xtags, vous êtes à même de rajouter de manière assez simple un certain nombre de choses sur votre composant, comme ce qu'on appelle des mix-in, c'est-à-dire typiquement des fonctionnalités standards que vous allez pouvoir plugger dans votre composant venant de l'extérieur, ou des événements, de nouveaux événements qui sont définis par votre composant et que vos utilisateurs peuvent écouter. Donc c'est pour Xtags. Le dernier projet lié aux web components que je voulais mentionner, c'est le projet sur lequel je travaille, entre autres, et qui s'appelle Delight. Donc c'est un projet qui part dans une optique un petit peu différente de Polymère. Donc on a vu que Polymère, leur but c'était à deux niveaux. Implémenter très strictement les standards du W3C et à un deuxième niveau, pousser les standards que Google veut que l'ensemble de la communauté adopte. Et ça, ils le font à tout prix, c'est-à-dire qu'ils sont prêts
à mettre un coût sur le navigateur important de façon à faire en sorte que le standard soit implémenté de manière totale. Typiquement, par exemple, si on fait appel au binding, alors là c'est pas un standard, mais à leur implémentation de binding, elle va avoir un coût quand même assez élevé parce qu'ils vont monitorer les changements de toutes les propriétés et typiquement, par exemple, si vous avez une application qui tourne sur un téléphone portable avec un grand nombre de propriétés qui changent, eh bien ça va avoir un coût non négligeable. Alors que le point de vue de Delight est en fait assez différent. C'est de trouver un bon compromis entre la taille du code nécessaire, les performances, les browsers supportés, parce qu'on veut pouvoir tourner sur IE9 où Polymer ne tourne pas, on veut pouvoir tourner sur Android 4 où Polymer ne tourne pas, mais tout en adoptant quand même le plus possible les web components afin justement de se retrouver dans un environnement où on peut utiliser les composants Delight de manière tout à fait standard. Donc, le fait est que du coup, pour remplir ces objectifs, Delight fournit sa propre implémentation des custom elements. Ceci dit, s'il s'avère que nous tournons sur un navigateur qui supporte les custom elements, comme Chrome, ou si nous tournons sur un navigateur dans lequel Polymer a été chargé, eh bien nous reposons sur Chrome ou sur Polymer dans ce cas-là, au lieu d'utiliser notre propre implémentation. Un autre point important de Delight, c'est qu'on ne se précipite pas sur les fonctionnalités non nécessaires et potentiellement remis en cause. Un exemple typique, c'est le Shadow DOM. Donc on a vu que c'est beau, ça permet d'encapsuler, ça permet de faire en sorte que quand l'utilisateur fait un view source sur votre page, il ne voit pas l'implémentation de votre composant. Mais d'un autre côté, ça change quasiment rien à la fois à la façon dont vous implémentez le composant et deuxièmement à la façon dont le composant est utilisé. Et donc c'est typiquement quelque chose qu'on a décidé, au moins pour l'instant, de mettre de côté et de ne pas utiliser. Et puis en fait, on peut s'apercevoir des fois après avoir fait ces choix qu'on n'avait pas tout à fait tort. Je fais référence là par exemple à la petite guéguerre qu'il y a eu il y a quelques semaines entre Apple et Google, où Apple a plus ou moins en rétorsion contre Google enlevé l'implémentation du Shadow DOM de Safari. Et donc typiquement les gens qui comptaient utiliser le Shadow DOM nativement dans Safari, notamment sur iOS, eh bien se retrouvent un peu pris au piège. Donc il faut quand même faire un peu attention. Donc, ce que je n'ai pas mentionné, c'est un projet open source aussi, qui est sponsorisé par la Dojo Foundation et par IBM, bien entendu. Donc, même si, oui, ben voilà, j'ai le droit à un update du browser. Même si notre façon de définir le composant va être un peu différente et qu'on n'utilise pas le Shadow DOM, ben une fois de plus, ça va être un composant tout à fait classique, comme on le voit là. Le cycle de vie va être le même. Donc le composant Delight va avoir une created callback, une attach callback, mais on va un peu enrichir le cycle de vie afin de vous fournir un cycle de vie de grains un peu plus fin pour pouvoir mieux spécifier les différentes étapes de votre composant. Notamment, on a donc la created callback. On a vu tout à l'heure dans un custom element, on s'en sert notamment pour créer le rendu du composant. C'est bien, mais bon, la création, c'est pas forcément que le rendu. Il peut y avoir d'autres choses à faire. Donc nous, on fournit par exemple une méthode build rendering qui est vraiment chargée du rendu et uniquement du rendu. Donc la définition du composant. Donc on a vu que Polymer, dans son niveau core, avait sa propre façon de définir le composant. Ben, c'est un peu la même chose chez nous. On va utiliser AMD avec le loader require.js qui va nous permettre de charger un certain nombre de modules. Donc par exemple, si on hérite du composant conférence, eh bien on va charger conférence. On va charger le template devox.html. On va charger la CSS dont on a besoin. Et on va utiliser la méthode register pour enregistrer notre custom element avec la balise cdevox. On va passer le template au build rendering. Et voilà notre custom element qui est défini. Sous le capot, c'est exactement la même chose. Sous le capot, ça va faire des register elements, etc. C'est juste qu'on fournit cette facilité qui va vous permettre notamment de charger les fichiers avec des loaders AMD
tout ce qu'il y a de plus standard aujourd'hui et qui, eux, sont là, alors que les HTML import ne sont pas là. Et puis surtout, ça vous permet à la fois de charger le JavaScript, le HTML, le CSS dans votre composant. La librairie fournit de nombreux autres utilitaires, un peu comme Xtags. On a vu qu'Xtags permettait de déclarer des événements, ce genre de choses. Delight permet aussi les événements, les mixins. Mais il fournit aussi un certain nombre de ces mixins, justement, prédéfinis. Par exemple, un mixin pour vous connecter aux données, un mixin pour gérer la sélection. Si vous avez un composant qui affiche plusieurs sous-composants, pour gérer la sélection de ces sous-composants, bien vous avez juste à plugger ce mixin et il se chargera de ça pour vous. Et un certain nombre d'autres fonctionnalités comme ça. Toujours à propos de Delight, on fournit un petit générateur Yeoman qui vous permet de générer la structure d'un composant. Et on a aussi, tout comme Polymer d'ailleurs, fourni un ensemble d'éléments, de composants, dans le projet Polymer Elements. On a un projet en cours de développement qui n'est pas aussi avancé qu'on aimerait, mais qui est quand même là, et qui s'appelle Delightful, et qui fournit un certain nombre de composants, de custom elements, basés sur la librairie Delight. Et donc c'est quand même des bons exemples aussi pour voir comment ça se passe. Donc on va faire une démo très rapide parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement. Donc typiquement, si je veux créer un composant Delight, justement, je vais utiliser le générateur Yeoman. Donc je vais faire Yo Delight. Alors je l'ai préalablement installé bien sûr avec npm Yo Delight et Element. Donc il va se lancer, il va me dire dans quel package voulez-vous mettre votre élément. Bon, Devox. Quel est le nom de votre élément? Il me propose un nom par défaut, moi je veux l'appeler cdevox. Est-ce que vous voulez un template? Oui, je veux un template. On pourrait vouloir hardcoder, hein, faire un élément sans template. Est-ce que vous voulez fournir des thèmes différents pour votre composant? Non. Est-ce que vous voulez l'internationalisation? Oui, c'est-à-dire que toutes les chaînes vont pouvoir être traduites dans différents langages. Oui, et donc ça m'a créé un template de composants que je vais retrouver normalement dans mon IDE quelque part. Voilà, ici. Et donc on voit, bon alors c'est un composant tout ce qu'il y a de plus simple pour l'instant, qui charge un template qui est défini ici. Donc le template utilise le binding, hein, je ne l'ai pas précisé, mais Delight comme Polymer fournit le binding. Donc en gros je lui dis lie ce span à la propriété titre et celui-là à la propriété valeur. Si je lance mon composant, donc j'ai la propriété titre, je peux cliquer pour changer la propriété titre et grâce au binding ça va être rafraîchi automatiquement. Donc ça c'est pas le composant Devox parce que c'est celui qui est généré par défaut par le générateur. Mais maintenant que j'ai la structure de mon composant avec le template, les NLS, donc typiquement les traductions, titre en français, title en anglais, eh bien je vais pouvoir, j'ai pas le temps de vous le montrer étape par étape malheureusement, mais je vais pouvoir faire le même composant que celui fourni pour Devox. Et donc là je peux le voir tourner par exemple en anglais. Alors en France en anglais ça se dit France, donc on voit pas bien la différence, mais là j'ai United Kingdom. Si je clique, j'ai Belgium. Et si je fais tourner le même composant en français, je vais avoir Devox France, Devox Royaume-Uni et Belgique. Et ça, c'est grâce à une des fonctionnalités que me fournit justement Delight, qui est l'internationalisation des chaînes. Il va aller automatiquement chercher les messages dans le bon langage qui est précisé. Donc je pense que je vais malheureusement devoir m'arrêter là, si on veut avoir un peu de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, soit maintenant, soit plus tard. Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, moi j'ai une question. Ah, vas-y. Sur les Shadow DOM, ouais. Il y a une recommandation d'accessibilité donc du W3C qui est de ne pas empêcher l'utilisateur de mettre sa propre CSS pour des raisons d'accessibilité. Donc, par exemple, les gens qui sont qui ont des difficultés visuelles, voilà, qui voient pas les couleurs, qui puissent augmenter le contraste,
pour etc. Donc comment les Shadow DOM s'accordent avec ça? Voilà, donc c'est ce que, enfin, j'ai peut-être pas été clair. Donc c'est il y a une propriété du Shadow DOM dont je me rappelle plus le nom, mais on peut la retrouver assez facilement, qui vous permet de ne pas mettre en œuvre ce scoping, et donc de laisser la style sheet descendre dans le Shadow DOM. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Donc dans votre composant, vous avez tout à fait moyen de dire non mais moi je veux pas de ça. Par exemple, si vous voulez que votre composant soit accessible. Il y a un autre aspect, c'est que ces requirements, on va dire, d'accessibilité sont en train d'être un petit peu changés. Et notamment, il y avait justement être requis qu'on puisse mettre sa propre style sheet, notamment pour, par exemple, pouvoir mettre des caractères plus gros. Mais en fait, au niveau des spécifications et des normes, c'est en train d'être changé par il faut que votre composant soit sensible au zoom du browser, par exemple, typiquement. C'est-à-dire, on zoome 2 fois typiquement avec la mouse wheel, ça grossit tout, il faut que votre composant puisse être 2 fois plus gros quand vous grossissez. Et ça, les normes d'accessibilité sont en train d'être changées pour bouger sur cette approche, notamment. C'est 2 éléments de réponse. Merci. Je crois qu'il y avait une question devant. Oui. Delight est dans quelle version aujourd'hui, par exemple? Donc, alors, Delight est dans quelle version aujourd'hui? Donc Delight, on n'a pas encore de release officielle. Donc c'est du pré-release. On peut télécharger quand même? Tout à fait. Donc tout ça, c'est disponible sur GitHub. Donc pour Delight, vous l'avez là. Donc si vous allez sur l'organisation IBM.js, en fait, vous trouverez à la fois Delight, Delightful, enfin un peu tous les projets dont j'ai parlé. Et puis dans les slides, il y a aussi les URL pour Polymer, etc. Donc Polymer a lui des versions, contrairement à nous. Mais bon, il faut bien savoir que si vous discutez avec les gens de Google, bon, ils ont des versions parce que c'est la façon de faire de nos jours, mais clairement, ils disent bien c'est pas prêt pour la production. Hein, donc il faut quand même le savoir. Oui. Et donc vous déconseillez vraiment de faire de la production avec aujourd'hui, si on a un besoin sur des navigateurs maîtrisés, par exemple? Back-office. Comme je disais, moi je conseillais d'attendre 2015, quoi, on va dire. Mais Continue à faire un JS comme on le fait aujourd'hui. Pour les 6 mois à venir, je pense que c'est plus raisonnable. Maintenant, et bien sûr, pour être prêt en 2015, il faut commencer à regarder ce qui se passe. Mais je vois des gens mettre des polymères sur un... ouais, je sais bien. Mais enfin moi, c'est assez marrant parce que j'étais, je sais pas si les personnes sont dans la salle tout à l'heure, mais j'ai entendu une discussion tout à l'heure, quelqu'un qui avait fait une petite démo avec Polymer. Et puis voilà quoi, hein, c'était très vite quelqu'un avec IE9, voilà, va tomber sur les problèmes. Donc bon, alors en environnement où on maîtrise tout, effectivement, déjà c'est plus, c'est moins contentieux, on va dire. Mais bon, enfin nous on a eu des discussions avec Google et ils nous ont clairement dit c'est pas prêt pour la production, quoi. Donc bon, moi après quand on me dit ça. Google, c'est Internet, c'est 5 milliards de personnes. Ouais. C'est une vision de la production qui est forcément plus exigeante que... Voilà, donc bon, enfin, une fois de plus, je pense qu'on peut clairement faire des choses avec, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais bon, avec une certaine prudence. Voilà. Pas d'autres questions? On n'a plus de temps de toute façon. De toute façon, je serai par là, puis il y a un stand IBM aussi si vous voulez discuter, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.